Côte d'Ivoire, Vietnam, Algérie, Madagascar, Syrie, Maroc, Gabon. L'empire colonial français s'est effondré en l'espace d'un quart de siècle. La France est acharnée à conserver ses colonies par tous les moyens. L'aveuglement de la République a nourri des décennies de haine et de violence. Cette histoire a laissé des traces indélébiles dans les cœurs et dans les âmes. Je proclame l'indépendance. Le temps des colonies n'est plus, mais les blessures restent vives. Je vous ai compris. Il est temps d'affronter ce passé qui a fait couler tant de sang et de larmes. Comment tourner une page quand elle n'est pas écrite? C'est des choses qui ne s'effacent pas. Qu'elle soit heureuse ou malheureuse, nous avons une histoire commune. On ne peut pas corriger le passé. En revanche, ce qu'on peut corriger, c'est l'erreur qui consiste à ne pas le reconnaître. On n'écrit pas l'histoire avec une gomme. « 6 mai 1931. L'exposition coloniale internationale ouvre ses portes à Paris. La France y glorifie son empire. Jamais il n'a paru aussi vaste, aussi prospère, aussi puissant. Pour l'occasion, une véritable ville dans la ville a surgi dans le bois de Vincennes. Le temple d'Angkor Wat du Cambodge y a même été reconstruit à l'identique. Au détour d'une allée, un palais de style soudanais se dresse. Plus loin, une pagode du Tonkin et même un souk tunisien où l'on s'achète une part de rêve pour quelques sous. Chacun vient faire son tour du monde en un jour, comme l'annonce la réclame. Le spectacle fait recette. En 6 mois, 33 millions de tickets sont vendus. On sert aux Français l'histoire qu'ils ont envie d'entendre. Celle d'une nation civilisatrice qui apporte génie et progrès partout où elle règne. Vous allez lire après moi. Oh! Oh! Bon, ça c'est... plus fort. Ah! Marine! Marine! Cage! À l'époque, la France se considère comme le centre du monde. Elle exalte sa puissance et son rayonnement grâce à la quarantaine de territoires placés sous sa domination. Propagande à l'appui. Par son importance et sa fécondité, le domaine français d'outre-mer est devenu un élément essentiel de la vie économique mondiale, une force active de la civilisation, un glorieux témoignage de la grandeur de la France. Pour les Français, l'Empire est une évidence que nul ne songe à contester. La colonisation existait quand nous sommes venus au monde et que nous avons avancé dans la vie. Elle existait. C'était un état de fait. Donc, on n'a pas tendance à se révolter contre une chose qui existe ou même avoir une opinion contre. Pour mes grands-parents, c'était une donnée naturelle. Donc, ils étaient nés en Algérie, française. Ils étaient français. L'Algérie avait été rattachée à la France avant même la Savoie. Donc pour eux, les colonies françaises, c'était un fait naturel. Et il n'était pas question que cela change. Mais au cours des années 30, le vent de l'histoire est en train de tourner. De Dakar à Pondichéry et du Tonkin à Alger, la révolte gronde.
une nouvelle génération de leaders commence à donner de la voix. Alal El Fassi au Maroc, Habib Bourguiba en Tunisie, Messali Hadj en Algérie remettent en question l'ordre colonial. L'Afrique et les Antilles ne sont pas en reste. La contestation s'éveille aussi. Le Sénégalais Léopold Sédar Senghor et le Martiniquais Aimé Césaire y apporteront bientôt leur contribution. Quant à l'Indochine, le jeune Ho Chi Minh s'y affiche déjà comme l'emblème du combat de libération nationale. Partout, les peuples colonisés ont soif de dignité. Non sans raison. Loin de la métropole, les colonisateurs règnent en maître. Les injustices, les inégalités sont légion. On exploite plus qu'on ne met en valeur, et l'on asservit plus qu'on ne civilise. Sur les millions de colonisés, seuls de rares élus disposent du droit de vote. La toute-puissante administration coloniale a encore recours au travail forcé. J'ai vu ces travailleurs-là parce que j'étais adolescent. J'ai eu même des personnes de mon village qui ont été recrutées pour cela. Beaucoup mouraient dans ces travaux-là. Ils étaient à bout de force. Et les types étaient enterrés même le long des chemins de fer. Symbole de cette exploitation, la construction de la voie ferrée Congo-Océan, inaugurée en 1934. C'est une grande œuvre coloniale française qui vient d'aboutir. 930 millions ont été dépensés pour cette œuvre qui a permis de relier le bassin du Congo directement avec la mer. C'est non seulement un grand progrès dans la mise en valeur des colonies françaises, mais aussi une amélioration du sort des populations indigènes de l'Afrique équatoriale. Mais le progrès se construit dans le sang. Ce chantier coûtera la vie à environ 20 000 Africains, morts d'épuisement ou de maladie. Tout ce qui a pu se faire comme abus, on l'ignore totalement. On n'imaginait pas un seul instant que le gars qui construisait le pont d'Oumer était sous-payé ou que le gars qui récoltait le coton à Ouagadougou, il était sous-payé aussi. Ça, on ne réalisait absolument pas. C'était l'empire colonial, ça faisait partie de notre existence. Les sujets de l'empire, eux, mesurent le poids de leurs conditions. Notre père a raconté, c'est qu'ils travaillaient dans les champs et ils étaient payés en pommes de terre. Et donc une fois que la distribution de pommes de terre était faite à tous les ouvriers, eux, les indigènes, devaient se partager les pommes de terre les plus pourries. Les belles pommes de terre, elles étaient à vendre pour le colon, et les pommes de terre abîmées, ils les partageaient en deux, la moitié pour les ouvriers et l'autre moitié pour les cochons. Et tu vois, on valait pas mieux que les cochons, mon fils. Mon grand-père, quand les Français sont arrivés dans le village, en fait, il a été marqué parce qu'à ce moment-là, les colons cherchaient à recenser les gens, à savoir combien il y avait d'hommes en âge de travailler. Ils ont utilisé une technique qui est de prendre une lame de rasoir et de marquer en fait les habitants. Et donc mon grand-père avait eu une marque au rasoir, un plus et un moins sous chaque œil. Et c'est une marque qu'il a gardée toute sa vie. C'est quelque chose qui, dans la famille, on en parlait assez régulièrement. Les Marocains n'avaient pas le droit aux mêmes soins que les colons. Mon oncle, Brahim,
est décédé à suite d'une fièvre mal diagnostiquée et mal soignée, parce qu'il n'a pas pu accéder au système de soins nécessaires pour le guérir. Ces injustices attisent les revendications. Mais le fracas des armes couvre soudainement leur voix. Le 1er septembre 1939, le monde s'embrase. De Mayotte à Tombouctou et de Saïgon à Alger, les soldats de l'Empire sont mobilisés. Traversant les océans, les indigènes des plus lointaines colonies viennent offrir leur vie à la patrie menacée. 100 millions de Français, animés d'une foi invincible, sont décidés à soutenir leur effort jusqu'au triomphe de la civilisation française. Dix mois plus tard, le 14 juin 1940, les Allemands entrent dans Paris. Dans les rangs des troupes coloniales, la surprise est immense. La France est défaite. Le colonisateur blanc n'est donc pas invincible. Alors que le maréchal Pétain prône la collaboration, le général de Gaulle, lui, appelle à poursuivre le combat. Mais le rebelle reste bien seul. Pour libérer la France, il ne dispose que d'une option: rallier l'Empire à sa cause, à commencer par l'Afrique. Dès le mois d'août 1940, Félix Éboué, le premier gouverneur noir du Tchad, rejoint l'homme du 18 juin. Bientôt, le Cameroun, le Congo, le Gabon et bien d'autres se rallient à leur tour. Fort de ses soutiens, De Gaulle peut désormais préparer la libération de la France occupée. Entre partisans du général et du maréchal, l'Empire est coupé en deux. On chantait « Maréchal, nous voilà ». C'était la chanson de Pétain. Je chantais « Maréchal, nous voici, nous voilà devant toi, le sauveur de la France ». Ça ne disait rien pour moi, j'étais petite, je ne comprenais pas. C'est obligatoire, tous les matins, il faut chanter. C'est dans ma rue que s'entraînait la deuxième division blindée de Leclerc. C'est dans la rue de mes parents, là où on était. Donc, forcément, dans notre âge, on jouait aux soldats après. Et puis on chantait Général de Gaulle. Avec ça, c'est 100 000 soldats. En 1940, on chantait ça à l'école. Au fil des mois et des batailles, des pans entiers de l'Empire basculent dans le camp gaulliste. Le général n'est pas avare de promesses. Il s'engage à offrir l'indépendance à la Syrie et au Liban s'il se range sous sa bannière. Goumiers marocains, spahis algériens, tirailleurs sénégalais, soldats de Syrie et du Liban rejoignent les rangs des forces françaises libres. Des collines de Monte Cassino jusqu'aux forêts vosgiennes, les soldats de l'Empire volent au secours de la métropole. Les sauvages à civiliser sont devenus des libérateurs. Ils n'ont pas le droit de voter, mais ils ont le droit de mourir. Pour la France. En 1944, alors que la défaite du Troisième Reich se profile, les revendications nationalistes ébranlent à nouveau l'ordre colonial. De Gaulle, qui sillonne l'Empire, a entendu l'appel. Pour galvaniser les troupes et calmer les esprits, des réformes s'imposent. Le 30 janvier 1944, devant une salle remplie de fonctionnaires coloniaux, quasiment tous blancs, le général ouvre la conférence de Brazzaville pour refonder l'Empire sur des bases nouvelles. Nous croyons qu'aucun progrès n'est ni ne sera un progrès si les hommes qui
natale, à l'ombre de notre drapeau, ne devait pas en profiter moralement et matériellement. Voilà ce qui est le devoir de la France ici. De Gaulle affirme une volonté de changement. Mais d'indépendance, il n'en est pas question. Car la grandeur de la France dépend de son empire. Dans les colonies, la déception domine. Sept mois plus tard, à l'été 44, après avoir libéré la Normandie, les Alliés débarquent en Provence. La guerre n'est pas achevée. Et pourtant, l'actualité coloniale va basculer dans le sang. La victoire finale approche. Il faut blanchir l'armée pour affirmer aux yeux du monde que le peuple de France se libère par lui-même. Le gouvernement décide alors de démobiliser plusieurs régiments de tirailleurs sénégalais. Pour accélérer leur retour au pays, les autorités promettent qu'ils toucheront leur solde sitôt arrivés à Dakar. Confiants, la plupart des tirailleurs prennent la mer. Mon père s'appelait Antoine-Jean Abibou. Et il a été enrôlé dans les tirailleurs sénégalais. Ils débarquent à Dakar. Ils sont envoyés dans un camp qu'on a préparé pour eux. Il y a plus d'1 millier de personnes dans des baraquements. Et ils continuent la procédure pour se faire payer leurs émoluments, qui étaient indus. Et à force d'insister, un jour, le commandant du camp de Thiaroye leur donne rendez-vous sur la place des armes à Thiaroye. 1er décembre 1944, ils sont réveillés au clairon. On leur demande de se rassembler sur l'esplanade. Et ils s'aperçoivent qu'aux alentours du camp, le camp est complètement encerclé par toute une série de régiments divers et variés. Pour mater les tirailleurs, les officiers ordonnent de tirer. Les mitrailleuses crépitent. Les corps s'effondrent. Et on tire sur des gens qui juste demandaient leur dû. Ce n'était même pas une revendication d'augmentation de salaire ou d'un avantage particulier. Non, c'est le salaire qu'on leur devait. Ce que je sais, sinon je ne serais pas ici, c'est que mon père s'est couché tout de suite. Et il fait partie des gens qui survivent et qui sont par contre désignés comme étant des meneurs de cette soi-disant rébellion armée. Et on condamne 34 personnes de 10 ans à 2 ans de prison. Mon père a été condamné à 10 ans de prison. Ils sont manifestés sans être armés. Ils n'avaient pas d'armes. On les a tirés lâchement. Et ceux qui l'ont fait n'ont pas été punis. C'est ça le mal. Ceux qui ont fait ça n'ont pas été punis. La répression a tourné au massacre. On dénombre plus de 50 morts et des dizaines de blessés. Les autorités ont commis l'irréparable. Elles ont tiré sans sommation sur leurs frères d'armes. Aucune image ne témoigne de ce crime. La propagande préfère mettre en scène le retour joyeux d'un tirailleur, qui ignore tout de cette tragédie. Amadouba a le sens du protocole. Il prend la tête du cortège dès que les gaz sont en vue. Le village est en effervescence. C'est un véritable événement que le retour du guerrier Amadouba. En son honneur, les tam-tams se déchaînent, les femmes dansent. Spontanément, le village entier témoigne son allégresse par une manifestation traditionnelle. Le massacre de Thiaroye a été passé sous silence en France pendant près d'un demi-siècle. Il n'y a aucune mémoire de ça et c'est terrible. C'est terrible qu'il n'y ait pas de mémoire des événements passés, qu'il n'y ait pas de cette transmission-là. Et d'une certaine manière, les massacrés de Thiaroye, s'ils ne sont pas connus aujourd'hui, c'est comme si ils n'avaient pas existé. C'est quand même assez grave que l'armée française
ait commis ce genre de choses, parce que ça prouve en fait que cet idéal de on libère les gens, on fait les choses parce que on veut rendre le monde meilleur et parce que on a une idéologie positive et noble derrière nous, ça prouve qu'en fait c'est pas le cas, puisque à la moindre contestation, on tue les gens. Tous les débats concernant la France et ses anciennes colonies françaises, tout ça est entaché par ce passé historique et par ces différentes formes d'injustice. Le 8 mai 1945, l'heure de la victoire sonne enfin. L'Allemagne nazie capitule et l'Europe tout entière s'abandonne à la liesse. La métropole et l'Empire fêtent 5 ans de combats acharnés et la reconquête du territoire national. Une épopée sans précédent. À Tunis comme à Brazzaville, à Dakar comme à Alger, la population célèbre aussi la fin des combats. Mais dans le secret des cœurs, les peuples colonisés réclament leur dû. Ils ont versé leur sang et attendent d'être payés en retour. En Algérie, les autorités françaises ont toléré quelques manifestations, à condition que seul le drapeau français soit brandi. Mais dans la ville de Sétif, le cortège va se transformer en champ de bataille. Aujourd'hui encore, personne n'a oublié. Ce jour-là, je me trouvais dans le défilé avec l'école. Et à un moment donné du défilé, on entend un coup de feu. On n'a trop rien dit, on est resté tranquille. On était dans l'avenue principale de Sétif, l'avenue Jean Jaurès. Quand on nous a dit « dispersez-vous, rentrez chez vous », après ce coup de feu qui a été lancé, on ne sait pas si c'est la police ou si c'est quelqu'un des Arabes. Les Arabes sont arrivés en masse sur le défilé. Et puis ils étaient excités, ils voulaient tout casser, tout. Ils voulaient nous tuer, quoi. Dans la confusion, un policier français a abattu un jeune militant, porteur d'un drapeau algérien. Ivres de colère, les manifestants s'attaquent aux colons et les massacrent en pleine rue. On dénombre plus d'une centaine de morts et de nombreux blessés. Parmi eux, un homme rossé par la foule a dû être amputé par les médecins. Sa photo sème la panique chez les colons. Il s'attaquait à tout Français qui pouvait se trouver là. Il y a eu des tueries pas possibles, aussi bien en ville que dans les bleds, surtout dans les bleds. Là, il y a eu des tueries affreuses. C'était atroce que certaines personnes ont subi. Et donc l'armée française est intervenue, bien sûr. La haine naît dans les cœurs. La victoire sur l'Allemagne, c'est déjà du passé. Les Français d'Algérie s'organisent en milice et l'armée entre en action. Dans les régions de Sétif, Guelma et Kerata, des villages entiers sont rasés. L'armée n'interroge pas les suspects. Elle laisse les caméras faire leur gros plan. Puis elle exécute. Pendant les massacres de Sétif de 8 mai 1945, il y avait une famille de chez nous, Hannoz, la famille Hannoz, dont le père était instituteur et qui était jeté du pont avec ses deux enfants et qui se sont retrouvés écrabouillés au fond de gorge de Kerata, une profondeur de, je sais pas, de 50 mètres. Oui. Ça requiert pas beaucoup de moyens de pousser des gens au bord d'une falaise, c'est-à-dire que voilà, on se débarrasse de toute une partie de la population
qu'on considère qu'ils méritent de mourir, quoi. C'est quelque chose que mon père m'a raconté. Ça touche parce qu'on se dit que le nombre en fait, de personnes qui ont été tuées et la manière dont ils ont été tués, ça dévoile un peu la manière dont les Français considéraient les Algériens. La peur s'installe dans la population arabe et kabyle. Pour montrer que l'ordre a été rétabli, l'armée reconstitue des scènes de reddition. Des fusils non chargés sont remis à des villageois rassemblés pour l'occasion. Officiellement, la répression s'est soldée par 1500 morts. En réalité, entre 7000 et 15 000 Algériens ont péri. Les autorités étouffent l'affaire. Quelques jours plus tard, les combattants algériens de retour du front rejoignent leur patrie. Premier convoi du retour, première fête du retour. C'est une Alger en liesse qui accueille ses revenants comme des vainqueurs. Des vainqueurs, ils le sont. La victoire d'aujourd'hui, c'est la leur comme la nôtre. Les soldats algériens qui sont revenus de la guerre ont trouvé dans la région de Karata de Galmatiétif leurs maisons incendiées, leurs familles décimées. Donc c'est la récompense qu'ils ont eue après avoir participé à la libération de la France. Certains officiers, certains militaires français qui avaient participé à Monte Cassino, par exemple, ont dû vraiment avoir une haine incroyable, enfin, un sentiment de trahison indescriptible. Et nous, on en a toujours entendu parler dans notre enfance. Je crois que la fracture, elle vient de là, beaucoup, de ce 8 mai 45-là. Parce que la France se libère d'un côté et elle réprime de l'autre. Elle se libère d'un côté avec l'aide de ceux qu'elle va réprimer. De ceux-là même, elle va aller tuer leur famille. Mon père m'a dit que pour lui, c'était le moment qui avait déclenché en fait la guerre d'Algérie. Côté français, rares sont ceux qui mesurent l'ampleur du drame qui vient de se jouer. Chargé de rétablir l'ordre, le général Duval met en garde de manière quasi prophétique le gouvernement colonial. Je vous donne la paix pour 10 ans. À vous de vous en servir pour réconcilier les deux communautés. Si la France ne fait rien, tout recommencera en pire, et probablement de façon irrémédiable. Mais les autorités ignorent cet avertissement. Alors que l'Algérie est reprise en main par la terreur, la Syrie et le Liban s'embrasent à leur tour. De Gaulle leur avait promis l'indépendance. Une promesse à moitié tenue, car si la France reconnaît désormais leur souveraineté, elle compte y maintenir sa tutelle. Pour mater la révolte, l'aviation française bombarde Damas. Elle y sème la ruine. Dans les décombres, gisent des milliers de morts et de blessés. Victimes inutiles, car la France va se retirer du Moyen-Orient, sous la pression des Britanniques, qui souhaitent régner sans partage sur la région. La Syrie et le Liban accèdent à l'indépendance pleine et entière. Les premières pierres de l'Empire s'effondrent. La France ne peut s'y opposer, d'autant qu'à 10 000 kilomètres de là, s'ouvre un autre front, en Indochine. Au Vietnam, un vent de révolte souffle sur la perle des colonies. Le frêle Ho Chi Minh est devenu le chef de la rébellion. Le leader communiste proclame dès le 2 septembre 1945 l'indépendance de son pays. Sa déclaration ravive tous les espoirs. Vous savez, ces temps-là, j'avais 16 ans, jeune. Quand je regardais Ho Chi Minh qui dit que maintenant il faut libérer le pays, il faut chasser l'esclavage, tout ça, on dirait
un baume qui vient au cœur. On voit quelqu'un qui nous réveille notre patriotisme. Et ça, c'est quelque chose d'exaltant. C'est comme quelqu'un qui ouvre un barrage, de l'eau qui coule. Et moi, je sens, voilà, la lutte qu'il faut faire. Aussitôt, le Cambodge et le Laos engagent eux aussi le rapport de force avec les Français. Pour parer à l'urgence, le gouvernement dépêche le général Leclerc avec 35 000 hommes. Malgré les difficultés qu'oppose la végétation, malgré les retards engendrés par les destructions du Viet Minh, la zone de paix s'étend avec l'avance de nos troupes. Les éléments déchaînés ou les ruses des fanatiques n'ont pas de prise sur des hommes qui se sont battus sur 3 continents. Hier, le méchoui arabe, aujourd'hui, le cochon anamite. Sous la pression militaire, Ho Chi Minh accepte de négocier. De Gaulle a quitté le pouvoir quelques mois plus tôt. C'est Georges Bidault, le nouveau président du Conseil, qui accueille le leader vietnamien. Mais pendant le séjour d'Ho Chi Minh à Paris, en Indochine, le gouverneur général français proclame dans le sud du Vietnam un État indépendant, affilié à la France. C'est une trahison. Un accord de façade est signé. Ho Chi Minh rentre au Vietnam. Les cérémonies officielles ne lui font pas oublier le double jeu des Français. Tout en souriant à son peuple qui l'acclame, l'oncle Ho pressent que la guerre est inévitable. Le 23 novembre 1946, la marine française bombarde le port d'Haiphong. Ces obus provoquent plusieurs milliers de victimes. Une blessure qui saigne encore. Nous habitions Haiphong. J'avais 14 ans. Notre famille a quitté la ville sous un ciel rougeoyant. Haiphong était surnommée la ville des flamboyants rouges à cause de leur floraison au mois de mai. Mais on était en novembre et la couleur rouge provenait non pas des fleurs, mais des incendies. Quelques semaines plus tard, l'armée Viet Minh réplique. La guerre d'Indochine vient de commencer. Elle va durer 8 longues années. Dans la revue Les Temps modernes, Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir s'indignent. Il est inimaginable qu'après 4 années d'occupation, les Français ne reconnaissent pas le visage qui est aujourd'hui le leur en Indochine. Ils ne voient pas que c'est le visage des Allemands en France? Ils ne sont pas entendus. La classe politique refuse de voir le mouvement de libération des peuples qui s'enclenche. Cet aveuglement va durer plus de 20 ans. En métropole, les Français se passionnent peu pour la lointaine Indochine. En cette année 1946, la France porte encore les stigmates de la guerre. Les villes restent balafrées et le rationnement n'est toujours pas supprimé. La population est davantage préoccupée par le ravitaillement et la reconstruction que par l'avenir de ces colonies. Mais conserver l'Empire a un prix. Le prix du sang et le prix des réformes. La 4e République s'engage sur la voie du changement. Dès 1946, une trentaine de parlementaires représentent les colonies sur les bancs du Palais Bourbon. Ils n'ont jamais été aussi nombreux. En mars, le député martiniquais Aimé Césaire porte une loi pour que la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la Réunion
deviennent des départements français. Dans ces territoires où la misère règne depuis des décennies, cette départementalisation promet un développement accéléré et l'espoir d'une vie meilleure. D'autres élus des colonies vont eux aussi arracher des réformes. Le député ivoirien Félix Houphouët-Boigny fait voter l'abolition du travail forcé. Grâce au député sénégalais Lamine Gueye, le statut de citoyen de l'Empire est généralisé à l'ensemble des territoires colonisés. Ces réformes ouvrent une ère nouvelle. La République promet l'égalité à tous ses sujets. Il était temps. En octobre 1946, les mots changent. À l'Empire succède l'Union française. Désormais, la France et ses possessions d'outre-mer forment un ensemble fondé sur l'égalité des droits et des devoirs, sans distinction de race ni de religion. Du moins, officiellement. Côte à côte sur les bancs des collèges, Européens et Africains concourent au même diplôme, seront appelés aux mêmes responsabilités, car les distinctions de race et de couleur ont été supprimées. Ensemble, le noir et le blanc vont construire un pays où il fera meilleur vivre, où la nature hostile sera maîtrisée. Fléaux et maladies qui accablaient ce vieux continent sont combattus et vaincus grâce à ces manières de blanc auxquelles de noir, à son tour, s'est initié. L'avenir de l'Afrique, c'est eux qui le feront, les évoluer. Belle vitrine. Mais en réalité, l'égalité n'est qu'apparente. Au sein de l'Union, la France décide de tout. Pour preuve, les indigènes sont plus nombreux que les métropolitains, mais à l'Assemblée nationale, ils disposent de 15 fois moins d'élus. Les administrateurs coloniaux continuent à dicter leurs lois. Sous les tropiques, rien, ou presque, n'a changé. Cette Union française nous laisse toujours un arrière-goût amer. C'est toujours des formes améliorées de garder la même mise sur ces pays africains au sein d'une union. Parce qu'une union où il y a un qui est sur un fauteuil aussi haut que la tour Eiffel et l'autre est sur un tabouret aussi bas que le parquet. Dans cette union, il n'y a pas d'égalité, on n'a pas le même pouvoir de décision. Et donc cette union, voilà pourquoi pour nous, franchement, c'était de la poudre aux yeux de mon point de vue. La France n'a pas renoncé à sa stratégie impériale. Bien au contraire. Pour apaiser les peuples et acheter les cœurs, elle mobilise des budgets colossaux. Ponts, barrages, usines, hôpitaux jaillissent pour prouver au monde que la patrie des droits de l'homme s'acquitte de sa mission civilisatrice. La propagande se charge de vanter ses efforts. Avec les deux barrages de l'Oued Meleg et de Ben Metir, une nouvelle fortune est donnée à la Tunisie, cette fortune qui se traduit en énergie et qui se chiffre en kilowatts. Mais cet altruisme est bien intéressé. Car les investissements visent surtout les infrastructures qui permettent de transporter des matières premières vers la métropole. Les richesses coloniales se déversent sur la France. Certes, les écoles se multiplient. Mais à peine 8% des enfants de l'Empire s'asseyent sur ces bancs. Et l'apprentissage est très orienté. Moi, je vais à l'école primaire, puis au lycée, je n'apprendrai jamais rien sur mon pays, mais rien. Mais rien. On nous apprenait à connaître tous les grands fleuves de la France, leur débit, leur longueur, leur navigabilité. On allait même jusqu'à apprendre quel est le poids de pain mangé par un Français à l'année. Avec les livres que nous avions en plus, tous les livres magnifiaient normalement le colonisateur. Puisque d'abord, c'est lui qui écrivait les livres. Et donc, on entrait dans l'histoire à travers les livres.
Je raconte souvent que quand on a le cours sur les volcans, on apprend tout sur les volcans d'Auvergne qui sont morts depuis je ne sais plus combien de temps. Alors, à l'île de Réunion, nous avons un volcan qui, très gentiment, entre en éruption plusieurs fois par an, et on aurait pu avoir une leçon de choses en direct, d'aller voir ce que c'est qu'un volcan. Eh bien non. Non, on apprenait les volcans d'Auvergne. Je veux dire, c'était grotesque. Mais ça n'a pas beaucoup changé aujourd'hui. À l'école, on avait instauré quelque chose pour nous obliger à parler et à réfléchir en français. Si un de vos camarades vous surprenait à parler votre langue maternelle, en l'occurrence le Senufo, qui est ma langue maternelle, il vous dénonçait à l'instituteur et pour vous humilier, on vous accrochait un crâne d'âne au cou. Pour que tous vos autres camarades de la cour de récréation disent « Hé, hé, regardez le vilain, il a parlé Senufo, il ne parle même pas la langue des civilisés. » Et le gamin que vous êtes, on vous apprend à avoir honte de vous-même, de votre culture, de votre civilisation. Et donc à la renier et d'adopter la culture, la civilisation du dominateur, qui est le blanc, qui est le français. C'est ça le résultat du lavage de cerveau de la colonisation. Et pendant que les élèves de l'Empire apprennent la grandeur de la métropole, loin des caméras, la France engage l'une des plus impitoyables répressions de ces années d'après-guerre. Des événements longtemps ignorés des manuels d'histoire. À Madagascar, colonisée par les Français un demi-siècle plus tôt, la population dénonce la brutalité des autorités coloniales. Le mouvement démocratique de la rénovation malgache, fondé par Joseph Ravouange et Joseph Razet, 2 députés français, revendique davantage de liberté. Sans succès. La tension monte. Notre situation était très dure. On travaillait 30 jours sans gagner le moindre sou. On réquisitionnait notre riz pour le vendre aux colons français, alors qu'on n'avait pas de quoi manger. Nous ne détestions pas les Français sans raison. Nous ne supportions plus ce qu'ils nous faisaient vivre. Nous réclamions notre patrie. C'est ce qui a fait éclater l'insurrection. Le 30 mars 1947, des groupes nationalistes s'insurgent. Munis d'armes de fortune, ils s'en prennent aux maisons des colons et des fonctionnaires français. Les attentats se multiplient. Dans le village de Moramanga, le camp militaire est attaqué. À Moramanga, nous avons pris de force armes et munitions. Tout le monde voulait les fusils parce que nous n'avions pas d'armes à feu. Moi, j'ai donné un coup de poignard dans la cuisse d'un soldat français. Après ça, j'ai retiré ma sagaie et je me suis enfui. Je ne sais pas si je l'ai tué ou pas. Les insurgés assassinent plus d'1 millier de colons et des malgaches accusés de collaboration avec les Français. Pour mater la révolte, des soldats marocains, comoriens et des tirailleurs sénégalais débarquent à Madagascar. Leur mission, pacifier le territoire coûte que coûte. La reconquête militaire de l'île se veut exemplaire. Comme à Sétif, la terreur est de mise. J'étais à Moramanga à ce moment-là. On nous a dit « Sauvez-vous, les Français arrivent pour attaquer le village. Ils vont tout incendier. » On a tout emmené. On était avec les enfants et on est allé dans la forêt. Les parents mettaient leurs mains sur la bouche des enfants ou bien ils les nourrissaient pour les empêcher de pleurer, pour qu'ils ne fassent pas de bruit. Une véritable guerre s'engage. Des soldats surgissent dans le village de Moramanga et l'incendie. Des dizaines de prisonniers sont traînés en pleine forêt et abattus. Un haut fonctionnaire qualifie l'événement d'Oradour malgache. Terrible parallèle avec le massacre nazi commis dans le Limousin en juin 1944.
Ils brûlaient les maisons. Ils tiraient sur les gens. Ils tiraient sur leurs troupeaux. On a beaucoup souffert. Un journaliste de France Soir raconte. En 3 jours, des milliers d'indigènes sont tués. Des prisonniers malgaches sont chargés en avion et lâchés vivants au-dessus des villages dissidents, comme bombes démonstratives. Craignant pour leur vie, les populations abandonnent leurs foyers. C'était dur de vivre dans la forêt. On n'avait rien à manger. C'était affreux. On est resté là pendant 3 semaines. Dans la forêt, nous avons mangé des fruits crus et des rats. Nous avons enduré le froid. Notre peau n'était pas comme aujourd'hui. Elle était pâle et couverte de piqûres de moustiques. La répression judiciaire prolonge la répression militaire. Accusés sans preuve, les élus malgaches sont arrêtés au mépris de leur immunité parlementaire. Condamnés à mort ou aux travaux forcés, leurs peines seront finalement commuées en détention à perpétuité. Après des mois de violence, des villages entiers se soumettent sous l'œil des caméras. La leçon est claire. Les révoltes contre la France ne l'emportent jamais. On était peu nombreux. On ne pouvait pas gagner. Alors on a hissé le drapeau blanc. Et puis, tout est rentré dans l'ordre. Derniers échos des troubles graves qui ont désolé et ensanglanté Madagascar. En présence de la population du village, attentive et silencieuse, la soumission est acceptée. Un buffle est sacrifié selon les rites immuables de la tradition madécasse. Cérémonie naïve, mais chargée de sens dans un pays primitif où la loi ancestrale a conservé une valeur et une force exceptionnelles. Marqués au fond du sang expiatoire, ces égarés d'hier reprendront place dans cette communauté de l'Union française qui ne peut vivre et prospérer que dans le calme et la paix. La force et la terreur ont gagné, au prix de plusieurs dizaines de milliers de morts. L'île Rouge n'a jamais aussi bien porté son nom. Cette tuerie est encore inscrite dans la mémoire collective malgache. Chaque année, un deuil national rappelle ces journées de sang. La France a oublié. Trois semaines après la répression de Madagascar, Paris accueille solennellement le monde entier pour une session de l'ONU. Au palais de Chaillot, les 58 États membres votent la Déclaration universelle des droits de l'homme. Sanglante ironie. Permettez aux représentants de la France de dire sa fierté d'avoir vu adopter à Paris la Déclaration des droits de l'homme. Nous considérons, nous Français, qu'il y a là une espèce d'hommage rendu aux efforts séculaires de l'esprit français dans la recherche d'une paix universelle. À la veille des années 50, après 5 ans de répression ininterrompue, la France est parvenue à maintenir la tutelle sur son empire. Le Maghreb et Madagascar sont rentrés dans le rang. Aux Antilles, la départementalisation a calmé la contestation, mais la situation reste tendue. Seule l'Indochine s'est embrasée, mais les Français pensent maîtriser la rébellion. Pourtant, les aiguilles de l'histoire ont tourné. Désormais, Washington et Moscou soutiennent les indépendances pour défaire les anciens empires et renforcer leur propre camp. Après d'âpres combats, la couronne britannique a déjà quitté l'Inde, Ceylan et la Birmanie. Et les Pays-Bas se sont retirés d'Indonésie. Partout, les empires s'effondrent. La France, elle, ne veut rien lâcher.
Au début des années 50, en Afrique subsaharienne, plusieurs partis ont déjà réuni leurs forces au sein du Rassemblement démocratique africain, un mouvement proche des communistes. L'un de ses principaux animateurs, le député ivoirien Félix Houphouët-Boigny, veut abolir la domination coloniale. Une revendication inacceptable en ces temps de guerre froide. Paris décide de briser ses rebelles, un peu trop proche de Moscou à son goût. En Côte d'Ivoire, l'armée riposte brutalement. Le 27 janvier 1950, Félix Houphouët-Boigny échappe de peu à l'incarcération. Le lendemain, le sénateur Victor Biakaboda est retrouvé décapité en pleine brousse. Des milliers de sympathisants sont arrêtés. Des centaines de villages sont détruits. Une chape de silence s'abat sur ces agissements. Silence du côté des bourreaux, mais aussi du côté des victimes. Il y a un vrai tabou en fait sur ces questions-là. On m'a rien raconté dans ma famille sur l'histoire des velléités d'indépendance de la Côte d'Ivoire. C'est des souvenirs, je pense, traumatisants. C'est comme des blessures et les gens n'ont pas envie de rouvrir ces blessures-là. Là, je pense notamment à la génération de nos grands-parents ou de nos oncles qui ont aujourd'hui 60, 70 ans. Ils n'ont pas nécessairement envie de reparler de ces choses-là parce que c'est des souffrances. Et puis je pense aussi qu'il y a une part de honte, la honte du perdant en fait, la honte de s'être révolté pour rien, la honte qu'il y ait eu des morts pour rien. Seul un film témoigne de ces exactions. Afrique 50, tourné clandestinement par un jeune cinéaste, René Vauthier, militant du Parti communiste. Ici, le chef de village, Sikali Ouattara, a été enfumé et abattu d'une balle dans la nuque, d'une balle française. Ici, une enfant de 7 mois a été tuée, une balle française lui a fait sauter le crâne. Ici, du sang sur le mur, une femme enceinte est venue mourir, 2 balles françaises dans le ventre. Sous cette terre d'Afrique, 4 cadavres, 3 hommes, une femme, assassinés en notre nom à nous, gens de France. Tu t'étonnes, les cases brûlées, les habitants massacrés, le bétail abattu pourrissant au soleil, ce n'est pas l'image officielle de la colonisation. Amis, la colonisation, ici comme partout, c'est le règne des vautours. Afrique 50 est l'un des premiers films anticolonialistes français. Il sera interdit durant près de 40 ans. Son auteur sera arrêté, mais le film circule clandestinement et indigne les militants de gauche. En métropole, le Parti communiste français réclame la libération des prisonniers ivoiriens. Pour ne pas ouvrir un nouveau front en Afrique, le gouvernement affine sa stratégie. Un marché est proposé à Houphouët-Boigny. En échange de l'abandon des charges qui pèsent contre lui et son parti, Paris impose la rupture avec le Parti communiste. Pour éviter à son pays les foudres des autorités coloniales, Houphouët-Boigny accepte et rentre dans le rang. Il deviendra même ministre quelque temps plus tard. Et la Côte d'Ivoire connaîtra une période de relations privilégiées avec la métropole. Pour inaugurer le nouveau port d'Abidjan en Côte d'Ivoire, M. Fourcade, président de l'Assemblée de l'Union française, M. Mitterrand, ministre de la France d'Outre-mer, s'était spécialement déplacé. Le port d'Abidjan va permettre en effet de donner à la Côte d'Ivoire un nouveau développement. La France est parvenue à ses fins en Afrique. Mais après Madagascar, puis la Côte d'Ivoire, c'est aux Antilles que les tensions se multiplient. 3 ans de départementalisation ont à peine modifié la situation. Les Békés, ces grandes familles descendantes des premiers colons européens, restent les maîtres. La population noire, sous-payée, est maintenue en marge de la société, dans un état d'extrême pauvreté.
tous les cadres supérieurs dans la fonction publique, tous les magistrats, tous les commandants de gendarmerie, les chefs départementaux de police, les grands chefs d'entreprise, les chefs en général sont blancs. Ça, c'est clair. Ça envoie un signal difficilement supportable. On vit mieux parce qu'avant, cette loi sur la départementalisation, c'était lamentable et pire. Mais on n'a toujours pas la capacité de se faire un destin. Ça veut dire que on n'est toujours pas capable d'avoir un avenir même sur son sol. Et j'imagine simplement l'horreur dans l'esprit des parents qui voient leurs enfants ne pas pouvoir monter plus haut qu'eux et de voir les rejoindre dans les champs de canne. Des conflits sociaux éclatent. Les habitants réalisent que la départementalisation n'a été qu'un leurre. Ni l'égalité, ni le développement ne sont au rendez-vous. Aimé Césaire, alors maire de Fort-de-France, s'indigne. On peut tuer en Indochine, torturer à Madagascar, emprisonner en Afrique, sévir aux Antilles. Les colonisés savent désormais qu'ils ont sur les colonialistes un avantage. Ils savent que leurs maîtres provisoires mentent. Donc, que leurs maîtres sont faibles. Une civilisation qui ruse avec ses principes est une civilisation moribonde. Pendant ce temps, en Indochine, la guerre s'enlise. En 1950, après 4 ans de bourbier vietnamien, les autorités sont forcées de déchanter. Il faut acheminer des renforts. Désormais, la moitié des combattants vient du Maroc, du Sénégal, voire d'Algérie. Comme en 1939, les colonisés volent à la rescousse de la métropole. Vieille tradition coloniale, ils combattent d'autres colonisés. Notre père va être volontaire et partir dans l'armée française pour partir en Indochine. Lui, il admettait cette idée que oui, volontaire, j'étais volontaire. J'ai fait son accent, hein. Bon, je ne peux pas m'empêcher, parce que je l'entends, à son âme, mais je l'entends. Et comme il disait, mon fils, c'est la propagande des Français. Ils étaient quand même forts pour nous faire passer cette idée-là qu'on allait bien gagner de notre vie et que c'était un bon, en gros, on dirait aujourd'hui, un bon plan pour les pauvres extrêmes qu'ils ont été. Les jeunes Français volontaires ne s'engagent pas forcément par patriotisme. Je mentis en disant que je prétendais défendre la perle de l'empire colonial français et tous les clichés habituels. Non, on partait courir l'aventure. L'aventure avec un A majuscule, c'est la seule chose qui m'intéressait. Pour pallier son infériorité militaire, Ho Chi Minh s'en tient à une stratégie simple, mais redoutable. La guérilla. Il compare son armée à un tigre, affrontant un éléphant, les forces françaises. Le félin doit frapper vite et fort avant de disparaître. La nuit, quand on dormait, 2 Vietnamiens pouvaient s'approcher. Ils s'allongeaient à côté de quelqu'un et sans bruit, ils l'égorgeaient. Le lendemain, on avait l'impression que le diable avait frappé. L'ennemi était partout, c'est une guérilla. On peut vous souffler une flèche empoisonnée à la Sarbacane, là, sur le dos qui était foudroyant. Pour battre l'ennemi, le Viet Minh dispose de plusieurs armes. Des mortiers, mais aussi des journaux. La propagande est omniprésente. La nuit, on commence à écrire des tracts pour éveiller, c'est très naïf, pour éveiller la conscience des soldats français. On se met à composer des poèmes. Je fais un poème que je repeins toujours, après presque un demi-siècle, qui s'appelle « Noël sans réveillon ». Noël sans carillon, c'est la faute des colons.
Voilà. Et j'ai réussi à tirer deux soldats. Ils ont quitté le rang des Français et ils ont regagné notre rang. C'est ma première victoire. Les Viettes nous avaient appris une chanson, c'était Maître Pierre qu'il fait bon, chez vous Maître Pierre qu'il fait bon. Et eux, ils en avaient fait rien à faire pour la sale guerre, rien à faire, nous ne marchons pas. C'est de l'enfantillage. Dans le nord du pays, la situation se complique. En Chine, les communistes ont pris le pouvoir. Désormais, Ho Chi Minh a le soutien de son grand frère rouge. En réaction, les Américains soutiennent les forces françaises. L'Indochine n'est plus un simple conflit colonial, elle devient un nouveau front de la guerre froide. En octobre 1950, les combats à la frontière chinoise sont d'une violence inouïe. Les Français perdent 5000 de leurs meilleurs soldats. Ils perdent surtout leur sentiment d'invincibilité. Le Viet Minh prend le contrôle du nord du pays, où l'aide chinoise arrive désormais sans entrave. Pris à la gorge, le gouvernement français dépêche sur place le plus prestigieux de ses généraux, Jean Delattre de Tassigny, héros de la Libération. Dès janvier 1951, le roi Jean, comme on le surnomme, passe à l'action. Coup sur coup, l'armée française inflige de cinglantes défaites au Viet Minh. Dans cette jungle épaisse, les Français utilisent tous les moyens pour l'emporter. Même une essence gélifiée, appelée napalm. Vous entrez le matin dans un village où il y a des volailles, des poules, des poulets, des volailles, des cochons, etc. Et le soir, après un coup de napalm, vous entrez dans une terre lunaire. En même temps que ça blesse, ça fait mal au cœur, et en même temps, c'est un choc pour qu'on devienne déterminé à chasser l'ennemi. Une même idée animait tout le peuple. Dans cette guerre, une défaite équivalait à la mort, au retour à l'esclavage. On se devait de vaincre, il ne fallait pas perdre. La guerre nécessitait des sacrifices. Il fallait se résigner à ce que des camarades tombent durant les combats. En métropole, la plupart des Français restent indifférents à la guerre d'Indochine. Seul un tiers de la population défend la poursuite des opérations, afin de préserver l'Empire. Les communistes, aux ordres de Moscou, militent ardemment contre ce qu'ils appellent une sale guerre impérialiste. Leur slogan, plus un homme, plus un sou, pour la guerre d'Indochine. Dans les ports, les caméras clandestines des militants filment ce que nul ne veut voir. Les cercueils de soldats toujours plus nombreux qui s'entassent sur les quais. Le député Pierre Mendès France est l'un des rares à pressentir la fin tragique qui s'annonce. Il réclame l'ouverture de négociations. Mais l'aveuglement du gouvernement est sans limite. Il ne faut ni brader l'Empire, ni laisser le communisme s'étendre. Dès le printemps 1951, les effectifs du corps expéditionnaire sont portés à plus de 140 000 hommes. La guerre continue, comme si de rien n'était. Les difficultés de la France en Indochine ont un écho au Maghreb. En Algérie, au Maroc et en Tunisie, les peuples revendiquent toujours plus de liberté, alors que les colons, eux, se voilent la face. Mes grands-parents maternels ne se rendent pas compte.
de la réalité de l'Algérie coloniale, du dénouement extrême dans lequel vivent depuis des générations la majorité musulmane, la majorité arabe et berbère. Je pense qu'ils ne veulent pas savoir, mais encore une fois, ma grand-mère m'a souvent répété qu'ils étaient très ignares par rapport à ça. Le fait que les masses algériennes puissent aspirer à un État indépendant est quelque chose qui ne fait pas partie de leur cadre de pensée. Pendant que les colons détournent le regard, la misère alimente les nationalismes. En Tunisie, Habib Bourguiba, le leader indépendantiste, n'a pas désarmé. Depuis les années 30, le jeune avocat fait du chemin. Arrêté plusieurs fois, il revendique avec force l'indépendance de son pays. Ses talents oratoires électrisent les foules. Mais le pouvoir colonial n'est pas disposé, ici comme ailleurs, à donner aux Tunisiens l'autonomie qu'ils réclament. La France va commettre une très grave erreur. Plutôt que de négocier, Paris décide de frapper le bouillonnant avocat. Le 18 janvier 1952, Bourguiba est arrêté et placé en résidence surveillée. Loin de calmer les tensions, son exil les exacerbe. Les attentats anti-français se multiplient. La réaction ne se fait pas attendre. Pour maîtriser la situation devenue explosive, l'armée et la police interviennent. Les morts se comptent par dizaines. Ces crimes enflamment le monde arabe. Très vite, les émeutes se propagent au Maroc. La grande mosquée et tous les points clés de Casablanca ont été occupés par les forces du maintien de l'ordre. Des perquisitions ont été effectuées dans les centrales syndicales où l'on a saisi de nombreux documents établissant la collusion de tous les éléments extrémistes. Les meneurs vont être jugés. Déjà, de nombreux leaders responsables des émeutes ont été placés en résidence forcée dans le sud marocain. Mon père a été arrêté, il a fait 2 ans de prison. L'ensemble des dirigeants ont été regroupés dans des centres. J'avais 5 ans, je rappelle qu'avec ma mère, qui avait le droit de lui rendre visite 2 fois par an, qu'il fallait 2 jours de voyage pour arriver là où il était. Il s'est retrouvé au fin fond du sud marocain, dans une maison, au milieu de nulle part. Les autorités françaises veulent décapiter tous les mouvements indépendantistes. Il faut faire place nette. Après l'exil de Bourguiba, puis la mise en résidence surveillée des leaders marocains, la France vise le sultan du Maroc, le futur Mohamed V, jugé trop complaisant envers les indépendantistes. Il est remplacé par un fragile vieillard, sans aucune légitimité politique. En s'en prenant au sultan, la France a créé un martyr. Les émeutes des premiers jours tournent à la lutte armée. The crowded marketplace of Casablanca is a scene of horror as a bomb explodes in a dense crowd at the height of the business day. 19 were killed instantly. Comme en Tunisie, les Français sont incapables de gérer la crise autrement que par la manière forte. À l'ONU, la France est aussitôt placée sur le banc des accusés. 4 ans plus tôt, Robert Schuman avait affirmé l'attachement de la France aux droits de l'homme. Cette fois-ci, le ministre des Affaires étrangères les ignore et plaide l'incompétence des Nations Unies dans une affaire intérieure française. Il est du devoir de l'Assemblée que dans sa sagesse, elle sache se maintenir dans les limites de sa mission et qu'elle ne prenne pas la responsabilité de compromettre une tâche qu'avec foi et fierté la France a entreprise en Afrique du Nord. La question coloniale a envahi l'espace public. Un nouveau front est définitivement ouvert au Maghreb. Début 1954, la France grelotte. L'abbé Pierre lance son appel pour les mal logés. Mais entre les guerres de l'Empire et la crise du logement en métropole, le
le pouvoir a tranché. En Indochine, après 8 années de combat, malgré ses armes sophistiquées et le courage de ses soldats, l'armée française ne cesse de perdre du terrain. Le nouveau commandant en chef, le général Henri Navarre, conçoit alors un plan destiné à infliger aux Viet Minh un coup décisif. Ses forces s'installent dans la cuvette de Dien Bien Phu, un point stratégique entouré de montagnes. Objectif, obliger l'ennemi à sortir de sa jungle et engager le combat. Les Français s'estiment encore invulnérables. L'avenir va leur donner tort. Ivre de sa puissance, l'armée française ignore que dans le silence des collines, le Viet Minh se prépare à l'assaut. Son armée achemine des tonnes de matériel et de pièces d'artillerie jusqu'au sommet qui surplombe le camp retranché. Si les camions transportent la grande majorité des armes lourdes, les vélos sont aussi mobilisés. Tous les participants utilisaient leurs propres vélos. La plupart étaient fabriqués en France. Pour transporter les 360 kilos de riz, le plus apprécié, ce sont des Peugeot. C'est les meilleurs, les plus aimés. Et si les pneus éclatent, la route est très sinueuse, on n'a pas de pont pour réparer, alors on prend les vêtements et on enroule autour de la roue et on passe. Après 3 mois de préparation, le 13 mars 1954, la bataille de Dien Bien Phu s'engage. Embusquée, l'artillerie Viet Minh est invisible. Et le pilonnage, d'une puissance inouïe. Même les équipes médicales, pourtant enterrées, subissent ce déluge de feu. Ça a été tellement violent que personne ne sortait des abris. On était dans les couloirs en se disant demain matin, il y aura certainement une avalanche de blessés qui va arriver à l'antenne et il faudra faire face. Et là, c'était dramatique parce qu'on ne pouvait pas tous les opérer en même temps. Très vite, plusieurs bataillons français sont mis hors de combat. Les fortifications ne résistent pas. Terrés dans leurs abris, les blessés ne peuvent être évacués. Après 55 jours de résistance acharnée, le 7 mai, les derniers bastions cèdent. Ça n'arrêtait pas. On ne pouvait pas mettre le nez dehors. On se rendait bien compte que c'était dramatique. On entendait les commandants de compagnie qui nous disaient « Les Viet Minh sont là, c'est fini pour nous, embrassez nos familles, je coupe ». Et c'était poignant. J'ai attendu le petit matin, puis je suis retourné prévenir mes blessés que c'était fini. Et ça a été pour eux beaucoup de tristesse, mais aussi un peu de soulagement de penser qu'il n'y aurait plus de blessés, plus de nouveaux morts. Les soldats qui se rendaient agitaient le drapeau blanc. Ils utilisaient aussi des chemises,
ou des mouchoirs en guise de drapeau. C'est l'image que je garde de ce jour victorieux. C'est un sentiment de délivrance. On est fiers. Nous avons participé à ce grand mouvement. Tout le monde se jetait dans ces rues-là en éclatant de joie, en s'embrassant. Tout ça, c'est la victoire de Dien Bien Phu. Est-ce que j'ai de la haine contre les Français? Non. Je n'éprouve aucune haine envers les Français. Mais j'étais contre leur régime de domination. On se battait contre un ennemi, contre l'impérialisme. On ne se battait pas contre le peuple français. Côté français, le désastre se solde par plus de 3000 morts et 5000 blessés. 11 000 combattants sont faits prisonniers. La France subit une défaite humiliante, la plus terrible depuis les jours sombres de 1940. Le seul regret que j'ai là-bas, c'est d'avoir perdu un de mes meilleurs camarades. Mon meilleur ami, c'est un Français. Je l'ai perdu en Indochine. Ça m'a fait beaucoup mal. Je vous le dis franchement, j'ai pleuré dans mon coin. Parce que, pas parce qu'on avait perdu Dien Bien Phu, parce qu'on avait perdu l'Indochine, non. C'est parce qu'on s'était fait battre. Je ne comprenais pas qu'on ait pu se faire battre, que l'armée française ait pu se faire battre. Je ne comprenais pas qu'on en soit arrivé à ça. On a pris de Mandris qu'on y a laissé pas mal de plumes. Et tout ça, ça n'a servi à rien. C'est quand même désespérant puis humiliant aussi, parce qu'on dit qu'est-ce qu'on est venu foutre là? De militaire, la crise devient bientôt politique. Pierre Mendès France, qui préconisait la négociation depuis 1950, accède à la présidence du Conseil. Le 20 juillet 1954 à Genève, il parvient à négocier un cessez-le-feu et retire la France du bourbier indo-chinois. Le Vietnam est divisé en deux États distincts. Le Nord revient au Viet Minh, le Sud devient une république placée sous protection américaine. Le Cambodge et le Laos voient leur souveraineté reconnue. C'est la fin de l'Indochine française. Comme une série de dominos tombant les uns après les autres, la perte de l'Indochine a des répercussions immédiates. Elle oblige la France à restituer à l'Inde Pondichéry, Mahé, Karikal et Yanéon. Des comptoirs qu'elle administrait depuis près de 3 siècles. En octobre 1954, la France commence à se retirer d'Asie dans l'indifférence générale. L'armée française a perdu près de 80 000 soldats. Des milliers restent à évacuer. Des combattants issus des 4 coins de l'Empire. Des prisonniers. Des blessés abîmés à vie. Les Français installés en Indochine et les milliers de supplétifs indochinois qui avaient choisi la France sont rapatriés en métropole, souvent dans des conditions difficiles. Ils ont tout perdu. L'écho de la défaite se répercute dans l'Empire tout entier. Ce matin à 10h, on était dans la cour et brusquement la nouvelle se répand et on s'est regardé
Et pendant que toutes nos amies étaient effondrées, nous, des yeux, on riait. Si les Indochinois sont arrivés à battre l'armée française, et pourquoi pas nous? Le destin de la France vient de basculer. Alors que d'autres guerres s'annoncent déjà, les autorités vont s'acharner à préserver leur domination, coûte que coûte. La chute de l'empire colonial français n'est plus qu'une question de temps.